Le milieu des affaires a toujours fait preuve de résilience. Il a la capacité de s'adapter, d'innover et de se réinventer. C'est un terreau fertile, riche en possibilités, un écosystème visionnaire, habité par d'audacieuses ambitions en quête des plus hauts sommets. Il crée des ponts, bâtit des relations. Le milieu des affaires reconnaît l'importance du savoir et de l'inventivité. Il se préoccupe de la société et de nos enjeux collectifs. Le milieu des affaires, c'est un organe vital de notre tissu social et économique. Le milieu des affaires, c'est nous tous. Ensemble, posons un regard éclairé sur la situation. Prenons la pleine mesure du défi qui se présente à nous. Partageons notre savoir-faire. Alimentons la réflexion. Saisissons l'occasion et repérons les actions qui nous permettront de créer de la richesse en visant une économie forte, innovante, verte et inclusive. Ensemble, soutenons les secteurs stratégiques de la métropole. Engageons-nous pour l'économie du Grand Montréal. Bonjour tout le monde. D'abord, permettez-moi de remercier la ministre Mélanie Joly, ministre Fitzgibbon et la mairesse Valérie Plante d'avoir accepté de participer à cet événement et surtout d'avoir cru dès le départ, il y a plusieurs mois, qu'il fallait faire quelque chose pour se préparer pour cette relance. Le travail qu'on a fait, je pense, est colossal. Quand on a lancé le coup d'envoi l'été dernier, l'objectif, c'était de mobiliser le milieu et je le dis, le milieu, ça partait aussi évidemment des gouvernements qui ont des leviers absolument essentiels durant la période de crise. Mais c'était de faire en sorte que le milieu se tourne vers l'avenir et se dise comment on devrait travailler ensemble pour réussir cette relance-là. Et on a essayé d'identifier en fait, on s'est dit comment on aborde la question. On a identifié des secteurs. On en a identifié 11 et on a défini dès le départ le centre-ville comme étant un secteur. Et on a produit un plan d'action pour chacun des secteurs. Ça a été des centaines de gens qui ont été impliqués dans l'exercice, au départ, d'analyser la situation, de proposer des actions. Ensuite, on a eu plus de 6 000 participants quand on s'est réunis à plusieurs reprises dans le cadre de ces forums. C'est 6 000 personnes dans la société, des gens de chacun de ces secteurs, des gens qui tournent autour, qui ont contribué pour identifier ce qu'on devrait faire en priorité, puis comment on devrait agir ensemble. Et on a produit, et c'est ce qui est rendu disponible là, depuis hier, un plan synthèse. Un exercice assez difficile, on va se le dire tout le monde ensemble, prendre 11 plans sectoriels et faire ressortir des troncs communs, des actions davantage prioritaires, c'est faire des choix. Et donc, j'invite tout le monde qui nous écoute à regarder le plan synthèse, vous l'avez reçu, et à être bien conscient en même temps que dans les plans individuels, il y a de la matière additionnelle. Et là, je vais faire un petit exercice avant qu'on ait cet échange avec nos trois invités, qui est d'essayer d'en parler en 10 minutes. Alors là, ça, je vous le dis, soyez indulgents à mon égard, c'est tellement costaud. D'abord, rapidement, il est ressorti quelque chose qui était pour nous important et on a voulu le mettre tout de suite, qui est la question comment on aborde la relance pour qu'elle soit, oui, rapide, mais qu'elle soit forte et qu'elle soit durable. Et ce qui est ressorti, c'est un ensemble de principes. Et on s'est dit, il faut mettre ça de l'avant. Et le premier principe qui était fondamental, et c'était très intéressant de l'entendre de tous les horizons, c'est la relance, ça doit viser l'humain et s'appuyer sur l'humain. Ce sont des gens dans nos entreprises qui vivent les pivots d'entreprise. Ce sont des gens qui sont dans des secteurs où il y a énormément d'incertitudes. Ce sont des gens qui ont perdu leur emploi, à qui on va demander de se requalifier. Bref, il faut s'assurer que dans nos décisions, dans le cadre de la relance, on soit très conscient de la pression, des situations anxiogènes sur nos ressources, sur les gens, et qu'on fasse en sorte de diminuer l'anxiété reliée à tous ces pivots, toutes ces nouvelles situations. Ce qui est ressorti très clairement, c'est aussi l'objectif de s'assurer que tout le monde fait partie de la relance. Il y a des secteurs qui souffrent présentement
Il y a des communautés qui sont plus affectées, soit par la pandémie directement au niveau sanitaire, soit éventuellement par ce qui se passe au niveau des marchés de l'emploi. Il faut s'assurer qu'on inclut tout le monde, que tous les talents sont mis à contribution. C'est clair aussi que la relance, elle ne doit pas nous faire perdre de vue qu'on a un énorme défi collectif, qui est cette transition écologique, cette transition vers une économie sobre en carbone. Et donc, cette relance, elle doit tout de suite inclure une préoccupation et des investissements pour qu'elle soit verte. On a beaucoup parlé d'économie locale. On a parlé aussi de l'importance de retrouver nos marchés étrangers. Et donc, cette relance-là, elle doit à la fois conjuguer l'importance de renforcer notre économie locale, de se préoccuper de s'approvisionner localement, de renforcer les entreprises, mais aussi, en même temps, il y a presque un paradoxe, mais il faut réussir ça, d'aller vers les marchés étrangers le plus rapidement possible. Évidemment, un des principes, c'est qu'il va falloir regarder vers l'économie du futur. Ça veut dire des innovations, ça veut dire des nouvelles technologies, les pivots dont on a parlé dans les modèles d'affaires, des secteurs qui vont faire des grands exercices de recherche et développement, qui vont aller vers des nouveaux produits, des nouveaux services, et tout le monde doit s'engager. Nous ne réussirons pas si nous laissons des gens le faire à notre place. Il va falloir qu'on soit tous là. Clairement, de l'exercice, il ressort des priorités d'action pour les gouvernements. Et chacun des gouvernements est en train de mettre en place, certains ont déjà amorcé les plans de relance. Et c'est clair que le premier, c'est les gouvernements peuvent renforcer l'élan vers l'innovation et faire en sorte que les initiatives qu'on va mettre de l'avant soient adaptées et flexibles pour intégrer cette innovation. Il va falloir aussi aider la demande, stimuler la demande. Il y a des secteurs qui ont été fortement frappés par la crise. Comment on va faire en sorte que la demande soit au rendez-vous le plus rapidement possible? On peut penser à la restauration, mais on peut penser aussi à tout le milieu culturel, tous les endroits où la demande semble s'être affaissée. Les touristes ne sont pas là. Comment on va contribuer à soutenir l'écosystème dans cette période de relance alors que la demande pourrait être faible? L'enjeu du financement, on en a beaucoup parlé en période de pandémie. C'est clair que dans la relance, les entreprises vont être à la fois en train d'essayer de se rétablir, dans certains cas, vont devoir investir et dans plusieurs cas, vont devoir pivoter, se préoccuper de leurs ressources humaines. Alors, il va falloir s'assurer que toutes les initiatives qui soutiennent le financement se maintiennent durant cette période. Le cadre réglementaire important, on l'a vu durant la pandémie, on a cherché certains assouplissements pour, par exemple, les questions de terrasse au niveau local, au niveau fédéral, certains autres types d'exigences qu'on a voulu voir différemment. On a parlé aussi des processus d'approvisionnement qu'on pourrait revoir. Bref, il va falloir être attentif à l'impact du cadre réglementaire dans la dynamique de la relance. Et puis finalement, je l'ai gardé pour la fin, c'est probablement ce qui ressort le plus, l'enjeu de la main-d'œuvre. Il y a du recrutement de main-d'œuvre qui se fait en période de pandémie, mais il y a énormément de recrutement de main-d'œuvre qui se fera après la pandémie aussi, et ça va inclure d'énormes pressions sur le marché de l'emploi. Est-ce qu'on retourne en pénurie dans tous les secteurs? C'est très possible. Et donc, il va falloir trouver des solutions, sinon ça pourrait être un frein à la relance, et clairement, les gouvernements ont des actions à faire dans tous ces domaines. Clairement, on a des actions à court terme. Et bien qu'on voulait regarder vers l'avant, il est ressorti très fortement qu'à court terme, il faut maintenir les programmes, il faut les ajuster. Et M. Fitzgibbon, je vous ai rendu hommage cette semaine quand vous avez dit, avec le déconfinement progressif qui s'en vient, on va maintenir certains programmes d'aide et on va non seulement les maintenir, mais on va les maintenir au-delà de la date d'ouverture, pendant 1 mois, pendant 2 mois si on était fermé plus de 90 jours. C'est exactement l'esprit de ce qui nous était demandé et de ce qui vous est demandé. Il faut tout de suite lancer des signaux sur l'évolution de ces programmes pour aider les entreprises à prendre des décisions en diminuant l'incertitude sur l'aide qu'elles vont recevoir et jusqu'à quand et de quelle façon. Énormément de demandes sur les aides sectorielles. Madame Joly, vous êtes là, on va en reparler. Le message, on ne comprend pas les délais. La situation, elle est connue dans le secteur de l'aéronautique, dans le domaine des lignes aériennes. Sur le centre-ville, le dispositif pour l'aide des hôtels ne semble pas être parfaitement adéquat pour les grands hôtels. Pour le secteur culturel, beaucoup nous ont dit qu'il faut tout de suite investir encore davantage pour que l'offre culturelle d'exception extraordinaire soit rendue disponible dès qu'on voudra repartir à l'international. Il y a énormément d'attention qui nous est demandée sur le centre-ville et donc,
très clairement, on va en parler, mais je pense que maintenant, le mot s'est passé, tout le monde en convient, tous les gouvernements, la mairesse, évidemment, tout le monde est conscient qu'il y a un grand enjeu dans les centres-villes et dans celui de Montréal. J'ai mis vacciner, 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 parce que c'est du court terme, mais ce qui est important d'avoir à l'esprit, c'est que le gouvernement du Canada, et je me souviens très bien d'avoir entendu le premier ministre dire, en septembre, normalement, les Canadiens vont être vaccinés. On a vu ces derniers temps des discussions sur le rythme, est-ce qu'on a les approvisionnements à court terme, mais la question qui est soulevée, c'est est-ce qu'on peut planifier notre relance en fonction d'un délai de vaccination qui fait qu'en septembre, grosso modo, on a une population vaccinée et on est dans un autre univers. Peut-être à court terme aussi, et Mme Joly, je vous lance un petit message, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la négociation dans le port de Montréal. On n'en a pas parlé l'automne dernier parce qu'on pensait que ça allait bien. Et là, soudainement, on apprend depuis quelques jours que les négociations au port de Montréal seraient gelées. Et donc, si vous voulez intervenir auprès de la ministre Assis, c'est clair qu'il y a une obligation de résultat. Et je ne vous le cacherai pas, la pression va être énorme pour qu'au niveau du gouvernement, on s'assure qu'on ne retourne pas en grève en mars. Il reste 6 semaines, on a le temps de trouver, je pense, une solution, mais il faut agir. Et donc, ce sont des actions prioritaires à court terme. Le plan synthèse et les plans comportent plus d'une centaine d'actions. J'en ai mis quelques-unes tout simplement pour illustrer que ce sont des actions qui visent des choses qu'on a déjà amorcées, des constats qu'on a peut-être déjà faits. Évidemment, personne n'attendait durant l'automne dernier nos rapports. Les actions sont déjà lancées, mais c'est clair que les messages qu'on a reçus vont dans le sens d'aller encore plus vite, encore plus loin et de s'assurer que ça se passe bien. Commerce de détail, il y a énormément d'enjeux qui sont par rapport à la transition numérique. On peut faire mieux, on peut faire plus, on peut faire plus vite, mais en même temps, ces commerces de détail sont aux prises avec toutes sortes d'enjeux. Alors, il faut s'assurer que le dispositif d'appui qui les accompagne soit absolument efficace. L'initiative intersectorielle, M. Fitzgibbon, les fameuses zones d'innovation, on en a parlé, vous aviez évoqué des annonces, au moins d'une rapidement. C'est clair qu'on va avoir besoin de gestes concrets pour stimuler l'innovation, renforcer le dispositif. Je pense que vous voulez aller vite. Évidemment, on en parlera, mais plus vite vous allez, mieux c'est. L'enjeu des exportations, bien sûr, on a plusieurs secteurs qui exportent. Ils ont fait énormément d'exportations basées sur les contrats antérieurs. Une des questions qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer le développement des marchés au lendemain de l'exportation. Transport et logistique, très rapidement, c'est clair qu'on va vouloir aussi aller encore plus vite vers l'électrification. Ça va avec la transition vers une relance verte. Il y a clairement une volonté d'aller dans ce sens-là. Il y a eu des annonces dans le passé, mais c'est un exemple concret où on peut à la fois stimuler la relance, innover, éventuellement développer des nouvelles technologies. C'est une initiative qui a été mentionnée à plusieurs reprises. 3 autres exemples très rapidement. Industrie culturelle et créative. Beaucoup de demandes ont été faites pour qu'on finance de nouveaux projets. On a vu de la créativité numérique émerger durant la période des derniers mois. Il y a une forte demande qu'on essaie de voir comment est-ce qu'on va développer des nouveaux concepts au fur et à mesure qu'on va pouvoir refaire du présentiel, mais qu'on va garder de la créativité numérique et comment est-ce qu'on pourrait développer de la propriété intellectuelle dans ce domaine-là pour renforcer tout le domaine de la culture et des industries créatives. L'aérospatial, transport aérien, clairement, technologie propre, éventuellement avions verts, nouveaux matériaux. On attend, et Mme Joly, on aura peut-être l'occasion d'en parler, on attend une déclaration très claire qu'on est prêt à passer à l'action et qu'on est prêt à investir. Finalement, le tourisme, je l'ai mis là parce que c'est un secteur qui est tellement heurté de front par la situation. On va avoir plusieurs initiatives qu'on voudra mettre de l'avant. Je pense au tourisme d'affaires. On a demandé, par exemple, au gouvernement du Québec d'identifier le Palais des Congrès comme étant un projet d'investissement prioritaire durant la pandémie. Mais c'est clair qu'on va vouloir que Montréal garde une position privilégiée dans l'écosystème du tourisme d'affaires pour attirer ici ces conférences, mais à travers ces conférences, tous ces talents, tous ces spécialistes qui viennent à Montréal. Les entreprises sont prêtes à agir et c'est un signal très puissant que je tenais à lancer. La mobilisation Relançons Montréal, ce n'était pas pour se mobiliser pour faire bouger le gouvernement.
oui, il y avait énormément d'attention sur les leviers que possède le gouvernement, mais il y a aussi un grand constat que les entreprises ont un rôle à jouer, sont prêtes à le jouer et vont déjà passer à l'action. Si ce n'est pas déjà fait, c'est dans les prochaines semaines, prochains mois. J'ai mis quelques exemples. Je ne vous les descendrai pas tous, mais ce que je voulais attirer l'attention, c'est que autant elles sont tournées vers l'intérieur, qu'est-ce que je dois faire pour pivoter mon modèle d'affaires? Elles sont tournées vers les grands enjeux de société, comment je bâtis une économie plus verte, comment mon entreprise devient plus verte. Elles sont ouvertes vers l'extérieur, comment je travaille en partenariat, que ce soit vers des biens maintenant qui seraient des biens produits différemment avec d'autres secteurs. On a vu des entreprises faire des pivots, par exemple, vers des produits de la santé pour aider durant la pandémie. Il y a aussi, finalement, le grand enjeu du bassin de main-d'œuvre, des besoins du marché. On a vu des entreprises vouloir s'investir dans la formation, la requalification, éventuellement mieux collaborer avec les établissements d'enseignement. Bref, les entreprises sont prêtes. Je vous invite à regarder comment, à travers peut-être quelques incitatifs, quelques mesures d'aide, on peut accélérer leur prise de décision parce qu'elles sont soumises à des très grandes pressions sur les liquidités. Finalement, un dernier message qui est ressorti de l'exercice, c'est que si on a réussi à Montréal, c'est parce que nous avons un écosystème qui est bien structuré, avec des plateformes de mobilisation. On les appelle GRAP, on les appelle associations. Des fois, elles se trouvent des noms qui sont un peu, des fois, je dirais, difficiles à lire. Mais la réalité, c'est que le milieu montréalais, de la métropole, parce que c'est plus large, ça va dans toutes les zones, est un milieu qui s'est organisé avec le temps. Et quand on a eu la crise, ça nous a aidés d'être bien organisés. Alors, un bon message à se dire entre nous, c'est qu'au sortir de cette crise, on peut compter sur toutes ces plateformes de mobilisation pour amener les entreprises à agir et faire le lien avec les décisions gouvernementales. Alors, je m'arrête là. Évidemment, je n'ai pas rendu hommage à tout le travail qui a été fait. Ça a été très, très, très colossal. Je voulais aller vite. On a un peu de temps. Je vais commencer tout de suite la période de questions et je vais commencer par des questions assez ouvertes. Madame Joly, on est à quelques semaines du budget fédéral. Madame Freeland, qui était venue à notre tribune, avait dit c'est dans le prochain budget que les grandes sommes d'argent, les grands gestes vont être annoncés. Je vous pose la question tout simplement. À ce moment-ci, c'est quoi votre vision à vous, comme ministre du Développement économique, de ce que le gouvernement fédéral doit faire et peut faire pour réussir la relance? Mais merci Michel. D'ailleurs, avant de répondre à la question, je voulais juste féliciter ton leadership et également celui de ton équipe parce qu'en effet, c'est un travail colossal qui a été fait. Et pas juste ça, je dirais que c'est un leg de la pandémie. Lorsqu'on en discutait l'été dernier, penser à une vision stratégique, penser à comment on pouvait aider nos entrepreneurs à trouver des solutions, comment on pouvait positionner Montréal pour la suite des choses. Il y a une organisation qu'il fallait qui prenne, dans le fond, ce leadership-là. La Chambre l'a pris et puis, sincèrement, c'est tout en votre honneur. Donc, félicitations. Maintenant, je pense que tous les pays au monde, présentement, regardent l'évolution de la pandémie, regardent l'évolution de la contamination communautaire et le développement des variants. Et en même temps, on est vraiment, vraiment très, très focusé sur la question de la vaccination. Ce qui fait en sorte que, pour nous, le plus important, c'est de maintenir nos mesures d'aide qui font toute la différence et qui font en sorte que les entreprises sont capables de garder leurs employés et puis en même temps que les entrepreneurs sont capables d'avoir de l'aide pour tout ce qui est aide au loyer, coûts fixes, etc. Donc, je pense que la priorité du gouvernement, c'est que les mesures d'aide fonctionnent et que les entrepreneurs soient au courant des mesures d'aide. C'est pour ça que la subvention salariale continue, la subvention au loyer et au coût fixe continue, les programmes au sein du Développement économique Canada pour la région du Québec, DEC, continue. On a rajouté même du financement. Donc, tout ça se passe. Et en même temps, on a déjà dit qu'il fallait bien se positionner pour la relance. Et la relance passe par le fait qu'on a une immunité collective au niveau de la vaccination. Et donc, c'est vraiment à partir du moment où on atteint notre cible, qui est présentement septembre 2021. On a dit qu'on allait investir entre 3 et 4 % du PIB
qui est entre 70 et 100 milliards de dollars. Et je regardais les conclusions de la Chambre, une relance verte, une relance inclusive, une relance innovante. Et c'est exactement notre objectif. Alors, on travaille sur des plans très intéressants avec les collègues qui sont ministres économiques et avec la ministre des Finances et le premier ministre. Merci, Mme Joly. Vous n'en sortirez pas si facilement que ça. Je vais revenir sur des questions plus précises. Je trouvais que ça se passait bien, Michel. Non, mais quand même, c'est pas si facile. Il ne faut pas que ça soit si facile que ça. M. Fitzgibbon, au point de vue du gouvernement du Québec, déjà dans l'énoncé d'automne dernier, il y avait déjà des annonces. On a un budget qui s'en vient à Québec. Je vous repose la même question. Comment vous la voyez, cette relance-là, et le rythme et les actions que vous comptez poser? OK. Premièrement, merci, Michel, pour l'invitation. Puis salutations à Mélanie Joly puis Valérie. Toujours plaisir d'être avec eux pour un sujet aussi important. Je pense qu'au niveau du gouvernement, il y avait 4 enjeux importants. Le premier, évidemment, c'est la pandémie. Ça va de soi. Le côté des vaccins, on travaille très fort avec le gouvernement fédéral. J'ai 2 initiatives avec des compagnies de vaccins avec qui je travaille, avec Mme Joly et Mme Champagne. Alors, je pense que ça va de soi. On a nos programmes pour aider nos entrepreneurs. On a parlé cette semaine, on a allongé le programme. Il faut continuer ça, surtout qu'on est rendu maintenant dans un environnement où il y a beaucoup moins de gens qui sont affectés, mais il faut s'en occuper parce que plus le temps va passer, plus ça va être difficile. On va être là pour les aider. Le plus important, c'est la relance économique. La relance économique, par ça, on figurera comment on a un équilibre budgétaire. Là. La relance économique, on en a pour 1 an et demi. Il faut stimuler l'économie. Il y a 4 chantiers sur lesquels je suis responsable. Le premier, c'est l'investissement secteur stratégique. On a identifié 5, puis il y en a 4 qui vont toucher Montréal. L'aéronautique, de toute évidence, est très important. L'aluminium, l'électricité des transports, le côté des sciences de la vie qui est important et nos ressources naturelles. Alors ça, on a alloué un budget juste de 160 millions en sus des budgets normaux. Donc, on a beaucoup d'argent. Il y a des programmes qui sont déjà finalisés qu'on va annoncer dans les prochaines semaines. Le deuxième, c'est le côté innovation, ce qu'on appelle l'offensive de transformation numérique. On a mis 200 millions de dollars là-dedans. On sait tous que non seulement les commerces, mais beaucoup d'entreprises n'ont pas nécessairement les moyens humains ou financiers de faire la migration. Puis l'écart de richesse qu'on a au Québec, il faut la combler avec l'innovation. Les zones d'innovation, vous avez raison, ça va être une partie prenante de ça. Bon, on va arriver bientôt avec des annonces. J'en ai une trentaine, en fait, dans le docket qu'on aurait analysé. Alors, moi, je pense que ça va être un stimulus ça, pour l'innovation. Balance commerciale, il faut réduire notre écart commercial. Je veux qu'on exporte plus et qu'on importe moins dans les secteurs stratégiques. On parle des EPI, on parle des vaccins alimentaires. On veut être moins dépendant du monde international. Géopolitiquement, on est un environnement qui nous touche où toutes les communautés veulent être autosuffisantes. Comme avec M. Biden aux États-Unis, donc il faut faire la même chose. Et évidemment, il faut s'occuper de nos régions. Montréal demeure le poumon du Québec, 56 % du PIB de Montréal, mais il y en a quand même 44 % de l'autre bord pour s'occuper aussi. Là, je ne touche pas le plan vert, mon collègue Benoît Charest, je ne touche pas la main-d'œuvre, la requalification. Un problème du Québec qu'on a, c'est le manque d'adéquation entre la main-d'œuvre et les besoins d'entreprise. Il faut combler ça. M. Boulay travaille fort sur ça. Puis évidemment, Mme Lebel, au niveau des infrastructures, on travaille fort sur notre programme d'investissement en infrastructure qui va pouvoir compenser en partie peut-être le privé qui va retarder un peu. Alors, je pense qu'on a un programme qui est très clair, puis on est en mesure de faire des annonces dans les prochains mois, ce que les gens veulent entendre, des bonnes nouvelles de l'économie. Merci, merci. Madame la mairesse, vous avez déjà rendu public il y a quelques semaines, maintenant, presque quelques mois, un premier plan de relance. J'ai envie de poser la question, quels seraient les prochains gestes, quelles sont les prochaines étapes que vous voulez réaliser dans le cadre de ce plan de relance? Oui, tout d'abord, merci Michel pour l'invitation et je salue bien sûr mes collègues Pierre et Mélanie. En fait, non seulement on a dévoilé notre premier plan de relance, mais on est le seul palier qui a fait son budget déjà. Nous, c'était en novembre dernier, donc à ce moment-là, on avait décidé d'investir déjà un 60 millions de dollars pour la relance économique, ce qui est quand même une somme colossale pour une ville qui, on le sait, les municipalités ne peuvent pas faire de déficit. Donc, on a vraiment décidé d'en faire une priorité là, pour la prochaine année. Puis on sait que ça va prendre, bien sûr, plusieurs années avant de reprendre
là où on en était à Montréal, on était vraiment sur une belle lancée, mais j'ai confiance. Puis, pour répondre à ta question, Michel, pour nous, dans le plan de relance, bien, il y a plusieurs éléments, il y a des secteurs et c'est pour ça qu'on adhère tellement aux 6 principes du rapport que tu as dévoilé aujourd'hui. C'est exactement là où on s'en va, nous aussi. Mais pour ce qui est peut-être un dossier que j'aimerais peut-être mettre plus d'emphase, c'est bien sûr la relance du centre-ville. La relance du centre-ville qui a une valeur, je dirais, économique, évidemment, un effet de levier, mais aussi un effet symbolique. Hein. On l'entend beaucoup, le centre-ville est mort, ça va mal, mais non, c'est faux. En fait, Montréal est somme toute bien positionné au Canada pour pouvoir se relever, somme toute, on l'espère le plus rapidement, mais les éléments sont là. Tu le disais, Michel, en introduction, l'écosystème. Et pour ce qui est, il est très fort, il est mobilisé depuis le mois de mars déjà. Avec la Ville, avec la CCMM, le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec, avec des aides d'urgence, mais aussi tous les partenaires. Là, très largement, on travaille à ce plan de relance. Et pour le centre-ville, pour les raisons que j'ai évoquées, on va vouloir travailler sur deux aspects. Le court terme, qui est qu'est-ce que la Ville peut faire pour rendre le centre-ville intéressant. On parle de l'aménagement, on parle de la propreté, on parle de la gestion des chantiers, on parle vraiment d'encourager des initiatives qui vont attirer non seulement les acheteurs, mais les travailleurs, les touristes éventuellement. Alors, ça, on est en train de le travailler. Puis, sur du plus long terme, c'est comment est-ce que des grands investissements en infrastructure, tant le transport, on peut parler du REM qui a été annoncé par le gouvernement du Québec, qui va se rendre au centre-ville, ou encore le réaménagement de la place McGill qui va venir vraiment, susciter de l'engouement et de l'intérêt pour magasiner, pour se réapproprier son centre-ville différemment. Donc, moi, cette relance verte et inclusive, je la vois beaucoup à travers, bien sûr, le centre-ville, parce que pour les raisons que j'ai dit, mais évidemment, il faudra aider des secteurs stratégiques, puis on est en bonne posture. L'aide qui a été accordée par les 2 paliers a été très aidante. C'est sûr que l'endettement commence à être lourd, là, on ne se le cachera pas. Là, donc, il faut falloir qu'on soit plus, peut-être arriver avec une aide différente. Puis, bien sûr, des secteurs stratégiques, dont le centre-ville, mais je pense bien sûr à l'aéronautique qui est tellement important à Montréal, mais dans la région métropolitaine, et d'autres secteurs spécifiques comme le tourisme, le secteur hôtelier, le commerce de détail également. Donc, je pense qu'on est en bonne posture, mais j'ai surtout envie de dire qu'on est tous alignés. Et ça, c'est extrêmement fort et c'est porteur, je trouve, c'est garant de l'avenir. Merci, merci. Vous avez touché à beaucoup de points. On va descendre un petit peu. Non, mais tous les 3, c'est normal, c'est des questions ouvertes d'introduction. Revenons sur des éléments plus spécifiques. Je vais revenir à Mélanie, puis évidemment, c'est écrit, c'est comme s'il y avait un éléphant dans la pièce qui vont s'appeler les stratégies sectorielles. Il faut qu'on en parle parce que c'est comme si chaque fois qu'on se voit, on a l'impression que ça s'en vient, mais ça fait des mois qu'on se dit que ça s'en vient. Il y a tout un secteur aérien à qui on vient de dire, encore une fois, là, écoutez, vous, là, pour le bien-être collectif, vous devez arrêter vos opérations, personne ne doit voyager. C'est ce même secteur aérien à qui, depuis des mois, on dit, ben, on envisage de vous aider, on a mis des conditions, mais ça n'arrive pas. Secteur aéronautique, le ministre Fitzgibbon en a parlé, c'est tellement névralgique pour notre base économique. Et là, il y a des projets emballants, puis on s'en est parlé, puis ça semble emballer tout le monde. La question, c'est qu'est-ce que ça prend pour qu'on arrive à une stratégie que vous viendriez annoncer à la Chambre de commerce, puis tout le monde serait content de voir que ça bouge, qu'on a investi. Qu'est-ce que ça prend? Je pense, premièrement, le gouvernement fédéral fait son boulot en matière de soutien aux entreprises. Ça, il n'y a pas un entrepreneur qui nous écoute présentement qui ne pense pas ça. Puis je pense aussi que depuis la mise à jour économique qui a été annoncée au mois de décembre, fin novembre, début décembre, il y a quand même quelques nouvelles initiatives, notamment un soutien pour les secteurs les plus touchés. Donc, vraiment pour les entrepreneurs les entreprises qui ont perdu 50 de leurs revenus. Et ça, c'est déjà une mesure d'aide qui aide particulièrement les secteurs les plus touchés. Je pense aussi qu'on a eu des bonnes conversations autant avec le secteur touristique dont je m'occupe, également avec le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, avec Suzanne Benoît. Et puis aussi, bien entendu, les négociations sont en cours présentement avec le secteur aérien. On a eu des négociations avec eux très, très récemment pour la question des voyages non essentiels. Mais là, l'objectif vraiment, c'est de pouvoir s'entendre. Donc,
les choses évoluent bien. Fait à noter, là, c'est peut-être parce qu'on a une petite fierté montréalaise et québécoise, mais on a quand même un nouveau sous-ministre en charge du ministère des Finances à Ottawa que l'on connaît bien et que l'on apprécie, qui est Michael Sabia, et donc qui connaît bien la réalité aussi du secteur aéronautique avec qui on a eu l'occasion d'avoir plusieurs conversations. Donc, notre objectif, c'est très certainement d'aider non seulement ces secteurs-là les plus touchés, qui sont déjà par ailleurs aidés là, avec les mesures gouvernementales, mais aussi que dans le contexte de notre stimulus économique, qui est de 70 à 100 milliards de dollars, c'est quand même le stimulus économique le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale, sur 3 ans, qu'on puisse aider vraiment à les secteurs les plus touchés à pivoter. Donc, on a eu des conversations avec sur le fameux avion vert dans le secteur aéronautique. On sait très bien qu'il ne peut pas avoir de relance du centre-ville ou de Montréal ou dans le fond du Canada sans que le secteur touristique reprenne. Et puis, on travaille sur différentes mesures présentement. Très bien, très bien. Donc, je comprends que ça s'en vient. On va suivre ça. Puis, s'il faut, on essaiera de rejoindre M. Sabia aussi pour s'assurer que le ministère des Finances, tout le monde est bien aligné. On a bien compris les messages. M. Fitzgibbon, on revient sur un sujet que vous possédez très bien, qui est cette espèce de transition numérique tout azimut qu'on doit faire. Vous l'avez dit, ce n'est pas juste le commerce de détail. On l'a vu récemment, l'initiative Panier Bleu, où on se disait, bon, on va basculer dans des sites transactionnels. Je vous pose la question parce que des fois, des gens me disent, Michel, ça ne bouge toujours pas assez vite. Êtes-vous satisfait? Avez-vous l'impression que les mesures qu'on met en place font en sorte que ça se transforme assez vite? Puis peut-être que la réponse est oui. Peut-être qu'on a fait ce qu'on doit faire, puis il faut que ça prenne le temps que ça prend. Puis en même temps, c'est tellement fondamental. Comment vous voyez l'évolution des choses? Écoutez, ça ne va pas assez vite, à mon goût, c'est sûr, mais en même temps, il faut être réaliste. Si on parle du panier bleu, évidemment, il y a eu beaucoup de boutades sur ça. Les gens auraient aimé qu'on puisse lancer un compétiteur à Amazon en l'espace de quelques mois, qui aurait été totalement irréaliste. On considère que M. Bezos a pris plus que 10 ans et 400-500 millions. Ceci étant dit, la clé pour moi, c'est ce que j'ai réalisé en arrivant en poste rapidement, parce que le manque de numérisation ou le manque d'innovation, ça remonte à une dizaine d'années pour le Québec, ce n'est pas nouveau. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'accompagnement humain était déficient. Beaucoup d'entrepreneurs, oui, il n'y a peut-être pas l'argent pour dépenser pour un site, mais c'est plus que de l'argent. Ça prend de l'accompagnement. Alors, ce qu'on vous allez voir bientôt, puis bon, ça a pris 2 ans avant qu'on arrive à aboutir avec ça, mais quand même, il n'est jamais trop tard, c'est qu'on va donner du support humain aux entrepreneurs. On va faire des diagnostics. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, je suis un gros croyant que ça va aider nos PME. Mais là, la marche est haute. Là. Entre ce qui se passe au MILA, dans le MILAX, puis ce qui se passe dans Beauce, là, il y a plusieurs marches qu'il faut avoir. Alors, de faire un audit technologique, de comprendre quelles sont les données qu'on doit capturer pour être efficient comme entrepreneur, c'est pas mal plus difficile à faire qu'on pense. Alors, on va mettre beaucoup d'efforts. On a 200 millions de dollars qu'on va attribuer dans les prochains 18 mois juste pour l'offensive de transformation numérique. Alors, je pense que Investissement Québec, eux, ont 2,4 milliards qu'on a mis de côté pour toute l'innovation qui va inclure les équipements aussi, pas seulement le numérique. Alors, je pense qu'avec Investissement Québec, qui va aider les entreprises avec des interventions financières de prêt ou de prise de participation quelconque, combiné avec des crédits budgétaires que j'ai obtenus pour qu'on qualifie des firmes qui vont pouvoir faire des audits et faire des plans de développement numérique, je pense qu'on va y arriver. Puis le panier bleu, c'est un exemple, mais à l'échelle locale, c'est beaucoup plus large que le panier bleu. Moi, ce que je veux, c'est qu'on baisse certaines importations en investissant dans nos sociétés, parce que les gens veulent acheter le local, mais pas n'importe quel prix. On n'ira pas acheter nos chandails 10 fois plus cher qu'on va payer de la Chine, mais par contre, il y a beaucoup de secteurs au Québec où on peut être performant. Puis on focalise sur ces secteurs-là. J'ai identifié avec notre sous-ministre à l'économie 12 secteurs. Donc, on va mettre de l'argent pour qu'ils innovent un peu plus. Bon, numérisation n'est pas la seule façon d'être plus efficace, mais disons que l'innovation en général passe par le numérique en général. Alors, je pense qu'on va être capable, avec des bons supports humains, d'y arriver. Peut-être une autre question dans le domaine de l'innovation, puis je commencerai par Mélanie Joly, puis peut-être Pierre, M. Fitzgibbon, si vous voulez compléter. J'ai une question qui vient de Guillaume Lavoie, qui est de Bonjour Startup Montréal, et qui disait, et ça nous a été souligné à plusieurs reprises, on a mis tout un dispositif d'aide qui aide beaucoup les entreprises existantes qui avaient déjà des revenus. Mais l'enjeu des startups,
souvent nous est soulevé en disant c'est comme si le dispositif d'aide n'est pas optimal pour aider les startups durant cette fin de pandémie, espérons que c'est la fin, et durant la relance. Peut-être, Mme Joly, avez-vous l'impression qu'on a ajusté les programmes pour répondre à cette question-là ou bien il reste des gestes à poser? Mais il y a différentes choses. Je pense que rapidement, lorsqu'on a mis en place la subvention salariale, puis aussi l'aide au loyer commercial, etc., on s'est rendu compte qu'il y avait des failles dans notre système, puis qu'il fallait colmater la brèche. Donc, c'est pour ça que les entrepreneurs qui étaient en charge de start-up pouvaient venir nous voir chez DEC, Développement économique Canada pour la région du Québec. On allait pouvoir les aider. Et c'est toujours le cas. Maintenant, la difficulté, c'est les entreprises qui commencent présentement parce que notre système doit être capable de voir si c'est une vraie entreprise ou une entreprise, dans le fond, qui pourrait avoir, dans le fond, des objectifs qui sont, dans le fond, qui seraient fictifs. Donc, on doit être capable de s'assurer dans la façon dont on développe notre approche qu'essentiellement, il n'y a personne qui profite du système, mais qu'on aide vraiment les entrepreneurs. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile en venant voir Développement économique Canada, parce que là, à ce moment-là, c'est vraiment du cas par cas avec une personne qui parle avec un fonctionnaire plutôt qu'une approche où essentiellement, c'est l'Agence du revenu de façon générale qui applique les critères. Donc, il y a la première chose. Deuxième chose, c'est sûr que j'entendais Pierre parler en matière d'innovation. Nous, on a augmenté le financement de plusieurs incubateurs. Et aussi, on a financé PME Montréal. Donc, on a mis 30 millions de dollars. C'est la première fois que le fédéral mettait autant d'argent dans PME Montréal. Ça a été une autre façon, via un tiers, de pouvoir soutenir maintenant jusqu'à 4 000 emplois à Montréal. Donc, je pense qu'en réponse à la question à Guillaume, c'est soit Développement économique Canada ou PME Montréal qui va pouvoir aider vraiment les entrepreneurs qui essaient de se lancer en affaires et prendre le risque de se lancer en affaires. Mais c'est sûr que c'est une considération présentement qu'on a parce qu'on est dans un environnement où on essaie de mitiger les risques partout. Parce que si on ne le fait pas, bien, il y a plusieurs emplois qui vont être perdus, il y a plusieurs entreprises qui vont tomber, qui vont faire faillite. Puis en même temps, bien, on veut s'assurer que les gens puissent encore avoir l'énergie et la folie, la passion de se lancer en affaires. Donc, c'est vraiment une considération. Quand on parle d'innovation, on ne parle pas juste de faire en sorte d'aider les entreprises existantes à pivoter, épouser les technologies numériques, etc., mais aussi à ce que des gens décident de se lancer en affaires et d'innover aussi. Donc, c'est certainement un objectif qu'on a. Monsieur le ministre, voulez-vous rajouter quelque chose? Avez-vous l'impression qu'il reste un enjeu sur les startups? Oui, puis d'ailleurs, je pense qu'il faut faire attention. Ce n'est pas au gouvernement, je pense, d'agir directement avec les startups. Alors moi, par exemple, on a nommé M. Luc Sirois comme le chef de l'innovation du Québec, une première qu'on a vue. Alors moi, je veux qu'on canalise les efforts via certains groupes. On va aussi greffer à M. Sirois un fonds d'amorçage. On a annoncé de 100 millions de dollars. On va faire des appels à projets. On a financé d'autres fonds de capitaux pour des entreprises plus jeunes dans leur développement. Alors, je pense qu'il faut effectivement s'occuper de nos startups, mais il faut le faire de la bonne façon. Et moi, je crois beaucoup à déléguer à des experts. Il y a des fonds qui existent déjà, il n'y en a pas assez. Alors, dans notre budget de 2020, nous avions un montant de 200-300 millions de dollars pour des fonds spécialisés. On a investi pratiquement la moitié à date. On a Orange Québec Capital, le Fonds de la Banque nationale, le Fonds d'amorçage. Alors, je pense qu'il faut effectivement, dans la chaîne des capitaux, faut combler des carences. Et quand je suis arrivé en poste, clairement, il y avait des carences au niveau des jeunes pousses, des entreprises qui sont prêts à commercialiser, qui n'ont pas nécessairement les capitaux ni l'expertise. Donc, ce n'est pas juste du support financier, mais c'est du support aussi humain. Je pense aux groupes comme l'AME, le groupe d'Innocente. Alors, tous ces organismes-là, on va les surcapitaliser pour combler cet écart-là. Merci. Madame la mairesse, on va revenir dans quelques minutes. Là, gardons le centre-ville. Je l'ai gardé pour la fin là, pour qu'on puisse en parler un peu de temps. Mais je voulais vous amener. Vous avez annoncé quelque chose durant la pandémie, je trouvais qu'il était important de soulever. C'est dans le fond l'amorce de la décontamination plus concrète dans les terrains dans l'Est. Et en même temps, on a vu aussi la Caisse de dépôt arriver avec son projet de REM de l'Est. On peut penser que ça amorce enfin
le grand chantier de l'Est. Et le ministre Fitzgibbon est là, et si vous voulez, on peut être en équipe, vous et moi, parce que peut-être qu'on veut une zone d'innovation dans l'Est aussi. Je voulais vous mettre la table. Comment vous voyez les prochains mois, mais les prochaines années peut-être, en termes de relance dans l'Est de Montréal? Merci pour la question. Est-ce que, Michel, tu me permets-tu juste de rajouter un petit truc sur les startups? Bien sûr, bien sûr. Mais ça sera bref, mais je pense que l'importance, la question est pertinente pour les startups. Puis je voulais juste mentionner qu'à la Ville, on a mis en place un programme pour faciliter le maillage entre les grandes entreprises et les startups. Puis le dernier élément, c'est comment la Ville est en train de revoir ses processus d'approvisionnement pour faciliter l'entrée de plus petits joueurs dans tous les contrats qui sont offerts. Alors, pour nous, ça, c'est une façon très pratico-pratique parce qu'on est un grand donneur d'ouvrage, la Ville de Montréal, donc on veut faciliter l'entrée de plus petits joueurs. Alors, pour revenir à l'Est de Montréal, merci pour la question parce que pour moi, la relance de Montréal passe par un plan de l'aide directe. Comme on disait, maintenant, on est dans l'urgence encore. Mais évidemment, il va falloir investir. On a une belle opportunité de venir revitaliser des secteurs qui en ont besoin et d'investir dans des infrastructures qui vont être, qui vont être là pour des dizaines et des dizaines d'années, puis qui vont venir vraiment, là, j'ai envie de dire, désenclaver des quartiers. Et le transport collectif, vous le savez, pour moi, c'est important. Ça l'est tout autant pour le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Ça crée de la job pendant, ça crée de la job après, puis ça permet une plus grande mobilité des employés, puis c'est ce qu'on souhaite. Alors, oui, on a décidé d'investir de continuer la décontamination, un programme qui a été fait avec le gouvernement du Québec, avec la ministre Rouleau, pour justement susciter un engouement, à attirer des investissements, des investisseurs, en se disant, bien, il va y avoir déjà des terrains, parce qu'un des obstacles souvent à ce qu'il y ait des entreprises qui s'installent, c'est des terrains qui sont contaminés. Ça prend un certain temps, c'est plus long. Bref, ça devient des fois même plus intéressant d'aller investir, comme je dis, parfois dans un champ de patates. Alors, nous, on préfère que ça soit ici à Montréal. Alors, ce programme de décontamination, on a commencé déjà avec des terrains très, très à l'est. Il y a bien sûr le pôle de l'Assomption qui est important. Mais la clé, c'est le transport. Et c'est là où le rêve de l'Est, mais j'aimerais aussi dire la ligne bleue, à laquelle je tiens énormément, va vraiment venir consolider. Parce qu'on peut décontaminer tous les terrains s'il n'y a pas une façon rapide de rejoindre la population et que la population soit mobile. On passe un peu à côté, ou du moins ça devient plus court terme, et je pense qu'il faut le voir à long terme. Et au final, quand on a des stations du transport structurant, comme c'est prévu avec le REM de l'Est, et la ligne bleue, ça va permettre aussi de développer des nouveaux quartiers. Donc, on voit toutes les opportunités de commerces locaux, de différents types d'entreprises, de parcs industriels éco-industriels et nécessairement, bien, vous avez bien raison, M. Leblanc, de dire que, M. le ministre, on est prêt. On travaille déjà très bien ensemble sur plein de dossiers, mais on a hâte de voir à quoi ressembleront ces zones d'innovation. Et je sais que l'Est est très, très important pour vous comme il est pour moi. Alors, voilà, on va vous recevoir avec un tapis rouge pour pouvoir avoir une zone d'innovation dans l'Est qui sera appuyée par cette grande stratégie de transport collectif avec le REM de l'Est et la ligne bleue. Vous voyez, Monsieur le ministre, comment on a hâte de vous accueillir là-dessus. Alors, j'allais dire, sentez-vous bienvenue là, quand vous voulez, on est prêt. Allons-y vers le dossier centre-ville. Puis je vais revenir à vous, Mme Joly. Ça fait plusieurs mois qu'on se parle et vous êtes de Montréal. Évidemment, à travers tout le Canada, je pense que les centres-villes souffrent. Il y a des gestes à poser. Parfois, on pourrait penser que c'est municipal, c'est provincial, mais je pense qu'on a besoin d'une stratégie pan-canadienne visant les centres-villes. J'ai l'impression que vous êtes là. Comment vous voyez les prochaines étapes? On attend le budget pour on apprend dans le budget. Est-ce que vous avez déjà des sommes, vous pouvez poser des gestes? Comment vous voulez aider cette redynamisation des centres-villes? Je pense que la mairesse avait tout à fait raison quand elle disait tantôt, il y a la réalité économique puis il y a la réalité symbolique.
Et c'est vrai que j'arrête pas d'expliquer dans les médias que Montréal va relativement bien, la métropole va relativement bien, mais le centre-ville souffre beaucoup. Et ça donne une image symbolique d'une ville qui s'affaisse. Alors, je vous lance la question assez ouverte. Comment on agit dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Mais Michel, si tu me permets, avant de parler du centre-ville, c'est très important à l'est de Montréal, mais aussi un de ces quartiers-villes est très important. Et donc, c'est important aussi de prolonger la ligne orange du métro jusqu'au REM de Bois-Franc. Je voulais juste mentionner ça. Ça me fait plaisir de marcher sur n'importe quel tapis rouge, Valérie, pour ce projet-là. Donc, voilà. Je peux pas être ministre sans être député, hein? Donc on revient à la base. Mais tout ça pour dire que sur les centres-villes, Michel, on a eu l'occasion d'en parler, même dès le premier confinement, on voyait que c'était un enjeu. C'est un enjeu aussi qui est mondial, hein, parce qu'on voit que la pandémie, elle frappe, et elle frappe dans les centres-villes, en particulier de New York à Paris, en passant par ici. C'est le cas autant à Vancouver, à Toronto et à Montréal. On a eu l'occasion d'ailleurs, toi et moi, avec tous les présidents de chambres de commerce des grandes villes au pays, d'avoir des bonnes conversations. C'est sûr que lorsqu'on a développé la fameuse aide au loyer, là, dans la subvention au loyer au coût fixe, on avait en tête les centres-villes et on voulait lier cette aide-là aux mesures de santé publique et aussi au confinement parce qu'on savait que, disons, s'il y avait un confinement qui était déclaré par le gouvernement du Québec, à ce moment-là, 90 % des coûts associés aux frais fixes, au loyer, etc., pouvaient être dans le fond, soutenus par cette nouvelle approche-là. Donc, ce qu'on voit, c'est que quand on regarde les données, quelles sont les entreprises au Québec qui ont davantage, qui utilisent vraiment nos programmes présentement? Bien, c'est sûr qu'il y a une très grande concentration au centre-ville de Montréal. Donc, de par le volume, c'est vraiment là et plus important que dans d'autres régions du Québec. Maintenant aussi, je pense qu'il y a encore plusieurs petits commerçants dans le centre-ville de Montréal. On a eu l'occasion d'en parler, toi et moi, là-dessus aussi, qui ne connaissent pas certains programmes du fédéral parce qu'ils sont débordés par la situation, parce que des fois, ils sont extrêmement anxieux ou essentiellement qu'ils n'ont tellement pas de revenus qu'ils ne veulent pas appeler leur comptable pour leur demander quoi faire parce qu'ils ont peur des frais associés à parler à des spécialistes. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est travailler avec la Chambre pour être en mesure de trouver une façon, comment je pourrais dire, qui soit soutenue par le gouvernement fédéral, mais une aide bénévole d'une certaine façon, ou gratuite plutôt, pour ces entrepreneurs-là, parce que ça va permettre essentiellement à ce qu'on n'ait pas des vitrines placardées dans le centre-ville de Montréal. L'autre chose, bon, Pierre aime ça dire qu'il s'en vient avec des nouvelles, là, fait que moi aussi, je peux dire que je m'en viens avec des nouvelles, mais c'est sûr que le partenariat du quartier des spectacles, il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. Donc c'est ça, parce qu'on veut vraiment soutenir l'animation au centre-ville. Et puis, on a aidé récemment la Basilique Notre-Dame. Ma collègue Soraya Martinez a fait une belle annonce sur cette question-là. Bref, au même moment, on aide par les aides, les mesures, on fait des actions ciblées et puis c'est sûr que la question des centres-villes, elle est importante pour deux raisons au niveau des infrastructures, donc soutenir les infrastructures dans le centre-ville, mais aussi soutenir l'animation. Et quand on soutient l'animation dans le centre-ville, veut pas, ben, on soutient notre secteur touristique et on soutient notre secteur culturel, qui sont les deux secteurs qui sont dans les plus affectés présentement. Donc, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là présentement. Mais il y a des belles choses. On travaille sur des belles choses. Merci. Merci. Merci aussi du signal. On en a parlé beaucoup. Comment on augmente les taux d'utilisation des programmes. C'est vraiment dramatique de voir des commerçants qui souffrent, mais de les voir tellement, comme on le disait, dans une situation d'anxiété perpétuelle qu'ils ne vont même pas chercher parfois l'aide qui est disponible. Monsieur Fitzgibbon, on se parle régulièrement, comme tout le monde, on essaie de trouver des solutions pour le centre-ville. Vous avez eu, vous, des fonds qui étaient disponibles dans le dernier énoncé budgétaire. Vous allez les déployer. Où en êtes-vous rendu? Qu'est-ce que vous voyez dans la prochaine année pour les centres-villes? Je pense que
partie de la réponse, c'est toi qui l'as, Michel, mais en fait, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a le tactique et le stratégique. Hein. Le tactique, je pense qu'on a nos programmes, la RAM, là, puis l'aide aux frais fixes. Je pense que ça va continuer. On espère pas trop longtemps parce que ça veut dire qu'il y aura une réouverture. Alors ça, je pense qu'on est relativement bien positionné. Comme tu dis, on a identifié ou on a alloué en fait 50 millions de dollars dans la mise à jour économique du mois de novembre pour les centres-villes. La majeure partie va venir pour Montréal pour des raisons assez évidentes. Et on a déterminé au gouvernement que nous ne sommes pas les bonnes personnes pour choisir les initiatives. On parle ici de comment est-ce qu'on va ramener nos gens à Montréal, comment est-ce qu'on va redynamiser le centre-ville. Évidemment, on va commencer par les bureaux, hein, ça part par là. On va arriver là bientôt. Alors, le 50 millions, une grande partie pour Montréal. Et honnêtement, la Chambre de commerce ainsi que la Ville de Montréal, vous êtes les mieux placés pour nous aider. Déjà, ton rapport, Michel, a été très bien fait. On travaille avec l'équipe de Valérie sur Valérie Plante, toute la question de dynamisme aussi, développement économique. Alors, écoutez, nous, on va mettre de l'argent disponible à des gens comme vous, qui êtes beaucoup plus mieux placés que le gouvernement provincial pour choisir ce qu'on va faire. Mais l'argent est là. Puis c'est sûr que pour nous, Montréal étant 56% du PIB, le retour, la relance économique de Montréal va être au cœur de la relance économique du reste du Québec. Merci, Pierre. Peut-être une petite information. Michel, est-ce que tu me laisses? Est-ce que je peux rajouter une petite information? Bien sûr, je reviens, Valérie. Mais je trouvais ça... Attends, Valérie, juste dire à Pierre un petit affaire, parce que j'ai parlé au ministre Girard en consultation prébudgétaire. Puis Pierre, entre nous, le ministre Girard a dit il pense que ça va prendre plus que 50 millions, puis il y aura de l'argent supplémentaire pour les centres-villes au besoin. Tant mieux. Je veux juste te dire, Pierre, si jamais on arrive à la conclusion que ça prend plus d'argent, j'ai on record le ministre Girard qui a dit si ça en prend plus, il y en aura plus. Voilà, Parfait. Maintenant, Valérie, vas-y, je te donne la parole. Bien, je peux seconder cette information. Mais non, en fait, ce que je voulais dire, on n'arrête pas de dire le milieu immobilisé, mais je pense qu'on en a un bel exemple. Et moi, je souhaite vraiment le souligner, c'est-à-dire que pour qu'une relance, puis qu'on traverse une crise comme celle-ci, avec les impacts que ça a sur notre économie, il faut que chacun soit complémentaire et qu'on se fasse confiance. Et moi, je trouve que c'est un exercice qui est réussi d'entendre le ministre Fitzgibbon dire c'est la ville qui, les agents, les différents acteurs de la ville qui connaissent où sont les besoins. C'est de la musique à mes oreilles. Je suis sûre que c'est la même chose pour Michel. Mais moi, c'est ce que je chante depuis le début, autant avec le fédéral que le provincial, une grande écoute et une compréhension de cet élément-là. Donc, moi, je tiens à vous le dire publiquement parce que nécessairement, les villes, on est sur les premières lignes, donc on est bien placé. Et en termes d'information aux entreprises, juste pour vous donner un chiffre, PME Montréal, qui est un peu le bras terrain là, de la ville de Montréal au niveau du développement économique, c'est près de 10 000 entreprises qui ont été contactées ou avec lesquelles on a jasé pour donner de l'information sur les programmes de la ville, mais bien sûr sur les programmes, toute l'aide directe qui a été mise en place par le gouvernement provincial et fédéral. Donc, moi, je trouve que c'est très porteur et j'espère que ce modèle de collaboration et de complémentarité là, va être dupliqué et on va continuer sur cette lancée parce que c'est ce qui va faire que Montréal, je continue à le dire, non seulement on est bien positionné, l'écosystème est mobilisé, mais c'est déjà enclenché la relance à différents niveaux. Donc, c'est très positif. Bien, merci. Il me reste deux petites questions. Une petite question, Mélanie, je l'ai oublié tout à l'heure, puis là, les gens me disaient, il faut que tu la poses, Dans les projets structurants qui ont été beaucoup évoqués, on a parlé de projets d'infrastructure et il y a le fameux projet de Via Rail, le fameux projet de train à grande fréquence. Des gens m'ont dit, Michel, c'est en période où on cherche des projets structurants pour le Canada, on ne fait pas ce projet-là, je ne sais toujours bien pas quand est-ce qu'on va le faire. Alors, je te pose la question parce que c'est un projet de transport, mais à la fois, il y a des entreprises canadiennes qui pourraient y contribuer, puis éventuellement, ça améliore l'interrelation dans nos écosystèmes économiques. Donc, où est-ce qu'on en est par rapport à un projet comme celui-là? Merci, Michel. La question est super pertinente. En fait, ça avance bien. C'est le fameux train à grande fréquence, là, le TGF, projet développé par Via Rail. Dans le dernier budget, on avait mis 30 millions pour créer un bureau de projet pour justement développer cette approche-là entre Windsor et Québec. Donc, c'est encore une priorité. Je vous dirais que c'est encore une priorité pour les ministres et les députés du Québec, mais aussi qu'on a une belle alliance avec les ministres et députés de Toronto et d'Ottawa et bref, d'Ontario. Donc, je pense que ça, c'est bien.
plus d'informations à venir à ce sujet. Ceci dit, tu ne m'as pas posé la question, mais je pense que ça vaut la peine qu'on le mentionne. On sait qu'il y a aussi des grands projets d'infrastructure, notamment le REM présentement. Et sachez qu'on est en conversation, les négociations avancent bien, mais on va vouloir régler le dossier parce que c'est important aussi qu'on ait une station du REM à l'aéroport de Montréal et puis que le REM puisse répondre à l'objectif même de la création du REM, dans le fond, numéro 1, là, qui était de créer un lien entre l'aéroport et le centre-ville. Regarde, tu vois, je suis capable de prendre des questions difficiles d'avance. Ah, c'est très bien. Non, mais c'est bon que tu l'amènes parce que chaque fois que je parle à mon ami Philippe Rainville, le PDG d'ADM, il me semble un petit peu dépité, là. Il a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Alors, de voir qu'il y a de l'optimisme chez vous, je pense qu'il y en a aussi à Québec. Donc, ça nous rassure. J'ai une petite dernière question. C'est Valérie, tout à l'heure, Mme Plante, j'ai dit, OK, on fait une équipe, puis on demande au ministre Fitzgibbon peut-être de regarder dans l'Est. Faisons une équipe, il y a un budget fédéral qui s'en vient. C'est quoi les attentes qu'on peut avoir comme mairesse dans une dynamique de relance vis-à-vis d'un budget fédéral? Est-ce qu'il y a des sommes additionnelles? Vos finances de la ville risquent d'être tendues, mais ça, c'est avec Québec normalement qu'on règle ça. Quelles sont les attentes que vous auriez par rapport au budget fédéral? Oui, merci pour la question. D'ailleurs, on est en train de préparer toutes ces demandes, mais clairement, ce qui va toucher, on le demande depuis longtemps. Michel, tu es celui qui en avait parlé dès le départ là, de considérer les centres-villes comme un secteur en soi. Et ça, je pense que c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, je suis en contact avec 5 autres grandes villes canadiennes, mais c'est Montréal qui porte ce dossier-là à l'échelle canadienne avec mes collègues. Toute la question de l'aérospatiale qui a aussi été mentionnée pour des raisons évidentes, là. Puis j'aimerais dire que le secteur hôtelier aussi, qui a été très, 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 très durement touché à Montréal, plus qu'ailleurs, et je ne veux pas dire plus qu'ailleurs au Canada, mais si on parle au niveau du Québec, Montréal, la Ville de Québec également, mais c'est extrêmement difficile et on souhaite vraiment que l'aide soit majorée en conséquence, là, en fonction des besoins. Finalement, ce qui va toucher le secteur touristique également. Donc, ça, c'est un domaine où est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc, ceci étant dit, je dois quand même dire que bien que ça puisse avoir l'air éloigné du développement économique, je remercie vraiment le gouvernement fédéral pour l'aide qui a été attribuée pour la création de logements rapides. On vit, il y a le côté économique, mais clairement, ça est venu exacerber un contexte social difficile et on peut compter sur l'aide du fédéral pour créer des unités de logement. Alors ça, d'ailleurs, je tiens quand même à le souligner, là, c'est de l'économie, mais sur du plus long terme, parce qu'un citoyen avec un toit au-dessus de sa tête, c'est un citoyen qui participe pleinement à la vie en société. Merci. Écoutez, je vous remercie. Je pense que c'est un exercice qu'on fait ensemble. Mélanie, tu parlais tout à l'heure de legs pour l'avenir. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une collaboration dans la crise qui est exceptionnelle. Il y a une mobilisation du milieu qui est exceptionnelle. Je voudrais dire à tout le monde qui nous écoute que j'ai été rapide sur la question des 6 principes, mais je vous invite à lire dans le rapport de synthèse ces 6 principes. Je pense qu'ils sont extrêmement, extrêmement importants. Et on en a fait une déclaration que nous allons signer et on va mobiliser tout le milieu des affaires pour qu'il adhère à ces 6 principes. On pense que ce sont des assises extrêmement solides pour réussir la relance. Je voudrais conclure en disant que justement, aujourd'hui n'est pas la conclusion du mouvement Relançons Montréal. Je dirais que c'est la fin du début. Au début, il fallait regarder ce qu'il y a à faire, puis il fallait essayer de mobiliser tout le monde. Mais là, on la recommence, la Christie de relance. Là. Et puis, elle commence par un redémarrage, puis on va voir du vaccin, puis on va voir comment ça progresse. Mais on est dedans, puis on va se revoir, on va se reparler, on va mobiliser tout le monde, on va mettre à jour peut-être certaines des actions. Il y a un autre événement de mobilisation qu'on va faire avec l'économie sociale. C'est fondamental pour la réussite de la relance. Donc, tout ça s'en vient. Alors, je dis à tout le monde, on embarque, on s'engage, c'est maintenant que ça commence. On s'est préparé et je vous remercie et je vous offre la pleine collaboration de la Chambre et de tout le milieu. Il faut que dans 18 mois, on se dise, la relance, on l'a réussi, qu'on ira prendre un verre tout le monde ensemble et on trinquera. Alors, je vous remercie beaucoup et à bientôt tout le monde. Merci.